Bonjour et bienvenue à cette présentation. Mon nom est Éric Raté et je suis directeur des services professionnels chez les services SIPD. Les services SIPD, nous sommes 100% dédiés à l'intégration du logiciel ERP Acumatica et ce depuis 2010. Donc, nous avons été pionniers dans l'intégration de ce logiciel-là et nous sommes aussi pionniers en lançant le premier incubateur Acumatica au monde qui catalyse l'expertise que nous avons développée au fil des 14 dernières années. Donc, le développement de cette expertise-là chez nos partenaires, chez nos clients et bien sûr à travers nos différents employés. Donc, l'incubateur, de la façon que ça fonctionne, il y a différents camps d'entraînement, un étant l'administrateur ERP. À chaque jour, quotidiennement, 4 jours semaine, il y a un coach qui va réviser certaines notions d'un sujet particulier pour administrer le RP. De la même façon, nous avons des incubateurs express, des camps d'entraînement express. Il y en a trois ce printemps, cet hiver. Un étant commis à la comptabilité, un autre étant commis à l'entreposage, un troisième contrôleur de projet. Donc, si vous êtes concerné par le mouvement de stock et vous utilisez Acumatica, ou encore si vous voulez administrer ce ERP-là, ou vous faites la comptabilité, la tenue de livre, ou encore contrôler des projets, ben, ça s'adresse à vous. Vous pouvez vous informer en nous communiquant avec nous. Ceci étant dit, nous allons maintenant plonger dans le sujet du jour qui est la présentation des nouvelles fonctionnalités qu'offre la version 23R2 de l'ERP Acumatica. Puisqu'il y en a énormément qui sont listés sur help.acumatica.com, d'ailleurs, vous avez un livre qui s'appelle Release Notes, en anglais, note de version, de mise à jour, et il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en regarder certaines à l'écran, ici, et certaines autres, on va les regarder directement dans le logiciel. J'ai utilisé la transaction Google de la page web. Donc, des fois, les termes ne sont pas tout à fait sur cette page-ci, ne sont pas tout à fait exacts. Mais sachez que ici, dans le logiciel, la version française est maintenant disponible sans aucun problème. Donc, la première nouvelle fonctionnalité que je voulais vous faire part, c'est l'attribution de territoire de vente aux clients, aux suspects, donc aux leads, aux comptes d'entreprise, business account aussi appelé en anglais. Donc, on peut assigner des territoires de vente. Et le but de ça, c'est nécessairement d'avoir des statistiques ensuite sur les ventes faites dans ces territoires-là. Si on regarde la fiche d'un client, par exemple, pardon, j'utilise la recherche globale et je tape client et à ce moment-là, il m'affiche tous les écrans qui font partie qui ont le mot client dedans. Donc, si j'ai choisi un client au hasard, vous avez dans le CRM le territoire de vente. Donc, ici, il n'y en a pas et je pourrais en choisir un parmi la liste déroulante. Pour configurer ces territoires-là, il y a l'écran des territoires de vente qui nous permettent de dresser la liste des territoires qu'on a. Donc, j'en ai mis seulement qu'un, qui est un Estrie, qui est de type autre, mais je pourrais mettre un autre territoire qui est États-Unis, par exemple. Et ce territoire-là, ça va être un pays. Et là, je cocherai le territoire US. Donc, je pourrais avoir différentes combinaisons de territoires en fonction d'un pays, en fonction, par exemple, d'un pays et province. Donc, il me demande province et pour quel pays. Donc, je peux choisir Canada, par exemple, ou États-Unis, encore mieux. Et donc, j'aurais en fait ce territoire-là pour être différentes régions. Par exemple, je pourrais avoir un nouveau territoire qui s'appelle Maritime. Et là, je pourrais choisir plusieurs provinces du Canada. Le but étant d'avoir une granularité dans nos statistiques, mais en même temps, je pourrais grouper certaines provinces pour avoir un seul territoire pour les provinces maritimes. Voilà. Oui, 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 oui. J'en cherche un autre. Voilà.
Donc, j'ai mon territoire. Et la beauté de ça, c'est si je choisis par province et par pays, ou par pays, le système, lorsque je vais créer un nouveau compte d'entreprise, par exemple, ben, s'il voit que je choisis la province du Nouveau-Brunswick, ben, il va m'assigner automatiquement le territoire maritime. Donc, ça va nous permettre d'avoir ces statistiques-là. Prochaine amélioration, c'est l'amélioration de la validation des doublons. Donc, Acumatica permet lorsque je crée un compte d'entreprise, un client, un fournisseur, de s'assurer qu'il n'y a pas de doublons. Et, euh, et donc, cette vérification-là a été améliorée par la vérification du domaine ou des comptes courriels. Ensuite, on a dans le CRM toujours d'Acumatica, on a les tâches. Donc, les tâches, premièrement, l'écran ici me liste toutes les tâches que j'ai à faire. Donc, j'en ai quelques-unes à mon nom ou encore à mon équipe. Et je peux aller voir cette tâche-là ici. Et là, on me demande d'appeler le client. Par contre, je ne sais pas de quoi on parle exactement, mais c'est lié à l'opportunité. Donc, on est capable de lier une tâche à un des écrans d'Acumatica. Et ça, ce que ça permet de faire, ça permet d'aller directement à cette opportunité-là pour aller voir quel client il faut que j'appelle. Et à partir d'ici, j'ai toutes les informations pour faire mon bon travail. Ici, je vois aussi la tâche. Donc, je peux fermer cette tâche-là pour dire que je l'ai terminée. Et grâce à des macros, ou on va appeler ça des règles dans le système que je peux définir, ben, la personne qui m'a créé la tâche va être avisée que la tâche a été complétée. Donc, on a amélioré les liens entre les tâches et les événements aussi, qui est l'équivalent d'un calendrier dans Acumatica qui permet de planifier certains événements et donc de lier ces événements-là aux différents éléments du système. OK. Le prochain, c'est dans une opportunité, justement, on a souvent, le système va être capable, si le compte d'entreprise est déjà connu comme un client, euh, Acumatica a un engin de calcul des prix de vente et des escomptes assez sophistiqué, mais parfois, lorsque je crée une opportunité, je ne voudrais pas euh, euh, que les calculs d'escompte s'appliquent. Parce que je donne déjà un gros escompte, par exemple, pour cette opportunité-là. Une opportunité de vente, c'est quelque chose qui est avant un devis ou une soumission. Et donc, je voudrais contourner ou exclure, en fait, cet article-là du calcul automatique de- des escomptes et je peux le faire à partir d'ici, si le système me le permet. On a aussi dans Kumatica les campagnes marketing. Donc, les campagnes marketing, c'est quelque chose qui me permet, lorsque je crée des opportunités de vente, par exemple, d'associer mon opportunité à une campagne marketing et ainsi d'avoir des statistiques au niveau des conversions. Donc, en marketing, le taux de conversion est très, très important, les différents taux de conversion. Donc, et ça me permet aussi d'envoyer des informations avec par courriel, par exemple, à mes clients potentiels relatifs à une campagne marketing. Ce qu'on a ajouté, c'est que lorsque euh, je fais des campagnes marketing, ici, je peux euh, importer des listes de membres, ici à partir d'Excel, à qui s'adresse cette campagne marketing-là. Je pourrais faire une liste dynamique aussi, donc tous les gens qui ont acheté, par exemple, tel produit entre telle date et telle date, ça pourrait être automatiquement des membres qui seraient éligibles, donc je peux mettre des règles. Mais si je téléverse en fait une liste à partir d'un fichier Excel et que mes contacts n'existent pas dans le système va les créer automatiquement. Donc, ça m'évite à devoir d'abord créer mes contacts ou mes suspects, mes références, et ensuite devoir les associer à ma campagne marketing. Donc, on crée maintenant les contacts ou les références automatiquement lorsque j'importe une liste dans mes campagnes marketing.
Le prochain élément, c'est les comptes courriels. Donc, Acumatica a toujours géré les comptes courriels système. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité euh, de, de gérer les courriels entrants et sortants, c'est-à-dire avoir une historique des communications entrantes et sortantes dans Acumatica à partir d'un courriel système. Par exemple, j'aurais vente à servicespd.com ou contact à servicespd.com plus exactement. Donc, je pourrais avoir différents euh, boîtes de courriel euh, système, on va dire, qui sont gérées par Acumatica, c'est-à-dire qu'on peut, des courriels qu'on reçoit et qu'on expédie vont être conservés dans le système. Et lorsque j'ai des courriels qui rentrent, ben, je peux faire un traitement. Par contre, on n'avait pas la possibilité auparavant d'avoir des comptes personnels, de gérer les comptes personnels. C'était uniquement les comptes système. Maintenant, il y a la possibilité de gérer aussi les comptes personnels. C'est-à-dire que moi, mon compte personnel, ben, je peux maintenant le gérer avec Acumatica. Puis il y a seulement moi qui va y avoir accès dans la liste des courriels entrants et sortants. Tandis que si j'ai un courriel système, ben, il y a l'équipe de travail que je vais définir qui vont avoir accès à aux courriels, les messages entrants et sortants. OK. Ce qui est important aussi dans le CRM, c'est qu'on a un système de billets. Donc, les billets, ou on peut appeler ça aussi ticket ou case en anglais, c'est un système qui permet de documenter lorsqu'un client appelle une problématique ou une demande d'un client. Par exemple, le client s'y appelle, je peux prendre le billet, toutes des fonctionnalités déjà existantes dans Chromatica, donc je veux dire défectuosité ou défectuosité que la personne me rapporte. Aujourd'hui, je m'appelle Maxwell Baker. Et là, je m'aperçois au fur et à mesure que je travaille avec le client qui me décrit la défectuosité, je m'aperçois que c'est un problème dans d'un article que je lui ai vendu. Et donc, je veux reprendre cet article-là. Et pour ce faire, on a maintenant une nouvelle option qui est de créer une commande de retour associée à ce billet-ci. Et je vais mettre un code de commande, ou un type de commande plutôt. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire le suivi dans le CRM de cette commande de retour-là. Et dans la commande de retour, on va pouvoir voir à quel billet cette commande de retour-là est associée. Je peux aussi sélectionner une facture, si ça a toujours été. Je vais choisir cette facture-ci et je vais choisir cet article-là. L'avantage de faire ça, c'est que, bien évidemment, on ne pourra pas créditer deux fois le même article. On s'assure aussi du prix qu'on va créditer. Et donc, à partir des relations, je vois ici que ça vient d'un billet. Cette commande de retour-là, de type retour, vient d'un billet qui est une défectuosité. Et à partir du document ici, je vais pouvoir voir aussi dans les relations euh, que la commande de retour a été créée. Donc, quand le client rappelle, oui, votre commande de retour a été créée, maintenant elle est en attente. Donc, aussitôt qu'un superviseur va l'avoir révisée, on va pouvoir procéder à votre remboursement, par exemple. Voilà. On a aussi, on a aussi des modifications apportées au Toto dans les opportunités de vente. Donc, je retourne à mon opportunité. Donc, cet écran-ci me permet de voir les derniers écrans dans lesquels je suis allé. Et on a fait des modifications esthétiques, en fait, aux différents éléments ici. Donc, on n'avait pas le détail d'escompte de ligne, on avait seulement l'escompte de document qui était en haut. Donc, c'est un peu mélangeant. Maintenant, on a vraiment l'escompte à la fois ici qui est calculé et l'escompte de document
pour voir l'escompte total qu'on a attribué à lors de cette opportunité-là. Même chose au niveau des soumissions qui vont être faites. D'autres améliorations, il y a aussi les courriels en lot. Donc, on peut envoyer des courriels en lot, courriels de masse, qui nous permettent vraiment d'envoyer un courriel à une liste, à une campagne marketing, par exemple, ou encore à des employés ou à une liste de contacts ou à une liste marketing. Donc, on a différents éléments. Puis, vous voyez, on peut même mettre des images, on peut mettre aussi des champs qui proviennent dynamiques, qui viennent du logiciel même. Donc, on a fait des améliorations à cet écran-ci, c'est-à-dire que, premièrement, on peut voir un aperçu du message et on peut aussi voir les activités qui ont été créées. Donc, voilà. On a un hyperlien aussi pour aller voir la liste marketing en question. Parfait. Les modifications à la documentation, on a scindé en fait les informations des livres. Lorsqu'on regarde les ressources de formation, on voit qu'il y a plusieurs éléments ici, mais auparavant, on avait un seul livre pour tout ce qui est finance. Maintenant, ça a été divisé en plusieurs manuels, donc au besoin. Et on a fait une amélioration aussi de la performance au niveau du field service ou du module de service. C'est une optimisation de la performance du cycle de facturation. Donc, auparavant, dans le module de service, on avait des cycles de facturation, il faut les associer aux clients, etc. Maintenant, on peut avoir, on a différentes options qui permettent d'optimiser l'assignation de ces cycles de facturation-là. Les paiements Acumatica. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est un abonnement qui peut être pris. Auparavant, on supportait certaines tierces parties pour le traitement des cartes de crédit. Fait qu'on supportait notamment Authorize.net. Donc, Authorize.net faisait le pont entre les cartes de crédit et le client et Acumatica. Donc, lorsqu'on était dans Acumatica, en fait, on avait un écran d'Authorize.net pour mettre la carte de crédit et ensuite, Authorize.net se chargeait son PCI compliant, conforme PCI. Donc, il se chargeait de faire le traitement des cartes de crédit, l'approbation, etc. Maintenant, il y a une nouvelle option qui est les paiements qui sont les paiements Acumatica. Puis les paiements Acumatica, dans les centres de traitement, ça nous permet d'avoir une nouvelle méthode de paiement qui est les méthodes de paiement Acumatica. Et puis ça, lorsqu'on va voir un client, par exemple, on va avoir la possibilité, lorsqu'on choisit une méthode de paiement correspondante, on va avoir la possibilité d'envoyer, je vais vous montrer l'image. Alors, au niveau des classes de clients, il y a la possibilité d'avoir un lien sur la facture pour que le client puisse cliquer sur le lien et payer la facture. Il y a la possibilité d'avoir un paiement, un transfert de fonds ou encore par carte de crédit. Donc, si j'y vais présentement dans ma classe de client, la possibilité d'avoir ici la méthode d'envoi aucun, mais je pourrais envoyer courriel et à ce moment-là, je pourrais utiliser les fichiers de EFT ou les TEF et de gérer les cartes de crédit aussi. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir cette information-là sur la facture pour que le client puisse payer dans la méthode de son choix pour accélérer le traitement des paiements, en fait, des paiements, en fait.
Ensuite, on a aussi des rapports par projet. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des projets dans Informatica, notamment dans le domaine de la construction. Et maintenant, on a le classement chronologique des clients par projet, par période et par projet. Donc, si je veux avoir mon âge des comptes fournisseurs, par exemple, par projet et par période, je vais pouvoir l'obtenir grâce à ce rapport-ci. Donc, je peux filtrer pour un projet spécifique ou pour un gestionnaire de projet qui, lui, s'occupe de plusieurs projets, par exemple. Et je peux aussi sélectionner une classe de fournisseur, un fournisseur. Lorsque j'exécute le rapport, ben, ça va me permettre d'avoir l'information par projet. Donc, le projet X ici, et ainsi de suite. Fait que je vais pouvoir avoir mes informations pour chacun des projets et par fournisseur aussi. Donc, j'ai ce projet-ci avec combien je dois à ce fournisseur-là ici. OK. Même chose au niveau des clients, par ailleurs. Ensuite, on a aussi la possibilité d'avoir des escomptes de trésorerie. Fait que des fois, on peut profiter d'un escompte de caisse, qu'on appelle aussi, lorsqu'on paie à l'avance. Donc, lorsque, par exemple, le fournisseur nous fait une facture, il peut nous dire, ben, si vous payez en dedans de 10 jours, vous allez bénéficier d'un 2 d'escompte de caisse. Voilà. Donc, on a aussi la date d'escompte de caisse, la date d'échéance de la facture. Donc, après la date d'échéance, il peut y avoir des frais de retard. Puis, avant la date d'escompte de caisse, on peut bénéficier d'un certain escompte. Dans ce cas-ci, c'est net 30 jours, donc on n'en a pas. Mais si j'en faisais une autre, par exemple, si on paie avant le 27 janvier, on bénéficie d'un 3 d'escompte. Donc, si je fais une facture de 100 par exemple, le système nous avertit lorsqu'il manque des informations à saisir, pour éviter de faire des erreurs. Donc, en fonction des différents paramètres, ben, je vais bénéficier d'un escompte de caisse que je peux identifier à la main ou faire de façon automatique. Et je peux maintenant aussi mettre des informations au niveau de l'escompte de caisse au niveau de mes notes de débit. Alors, voilà. Donc, quand on contrepasse, par exemple, euh, euh, une facture fournisseur, ben, l'escompte de caisse va aussi se calculer, ce qui fait qu'on va pouvoir aussi ajuster l'escompte de caisse dans les notes de débit. Ces notes de débit-là, maintenant, vont faire partie du flux, de la prévision de trésorerie, pardon, et vont être comptabilisées aussi conformément à la date d'échéance dans les différents rapports chronologiques ou d'âge des comptes. Pour bénéficier de cette fonctionnalité-là, il faut aller dans les préférences fournisseurs. Qu'on peut aller ici, conformité, mobilisation, gestion de devise, taxes fournisseurs, voilà. Et utiliser des conditions de crédit dans les ajustements de débit. Et à ce moment-là, on va pouvoir préciser davantage d'informations dans ma note de débit. Pardon, ici. Voilà. OK. Les factures de retenue consolidées dans les comptes à clients. Fait que dans les comptes clients, j'explique, c'est dans le domaine de la construction, surtout qu'on voit ça. Donc, on peut appliquer une pourcentage de retenue, c'est-à-dire que quand on facture le client, par exemple, on facture 100 000
avec un 10 de retenue, ça veut dire que le client va nous payer 90 000 et les 10 000 qui restent vont être conservés comme une retenue, donc dans un compte de grand livre à part, spécifique. Et lorsque vient le temps de le client accepte que la construction s'est bien déroulée et tout, ben, il est temps de lui facturer les factures de retenue. Donc, il a libéré les retenues de garantie ici, qui est un écran de traitement qui permet de lister, en fait, pour un client spécifique, toutes les factures dans lesquelles il y a eu de la retenue qui n'a pas été facturée. Donc, on peut en choisir plusieurs et à ce moment-là, traiter tout. Auparavant, pour euh, chaque facture individuelle sur laquelle il y avait de retenue qui n'avait pas été facturée, le système nous faisait une facture de retenue distincte. Maintenant, le système va consolider. euh, Fait que si par exemple, je prenais les factures d'un même client, d'une même adresse, et je faisais traiter, le système ne créait qu'une seule facture consolidée de revenus à payer. Parlant de factures, dans les factures et notes de crédit, de la même façon qu'on avait les différents escomptes ici, maintenant sont dans les opportunités, on a séparé les escomptes de documents des escomptes de ligne. Donc, pour avoir le total des escomptes, et on a le montant retenu, le montant des taxes, etc. Donc, la lisibilité a été améliorée. On a aussi le total au niveau de la TVA, donc la taxe à valeur ajoutée, a été ajouté dans la section finances. Donc, on a les informations qui étaient auparavant en haut, qui affectaient, qui n'étaient pas tout le temps utiles. Donc, on les a déplacées ici. Les autres améliorations apportées, donc euh, on a apporté un ordre de tri sur le formulaire de préparation des paiements. Donc, encore une fois, on a un écran dans les comptes fournisseurs qui nous permet en lot de préparer les paiements en lot. Fait qu'au lieu de faire les paiements un à un, on a l'écran qui nous propose, en fait, tous les chèques ou tous les paiements à faire pour une méthode de paiement spécifique qu'on aura à faire dans les 7 prochains jours pour respecter les dates dues, les escomptes de caisse ou encore la date d'échéance, etc. En fonction aussi du délai de traitement du fournisseur, donc c'est pris en considération, et on pouvait choisir ce qu'on a à payer. Par contre, si on choisissait, euh, s'il y a des factures des fois qu'on doit payer séparément, c'est-à-dire qu'une facture spécifique, qu'on doit émettre un chèque unique pour cette facture-là, ben souvent, ce chèque-là était intercalé dans la liste des chèques. Et si on envoyait les chèques par la poste, ben, on avait le risque d'envoyer deux enveloppes. Maintenant, ils vont suivre d'abord l'ordre des fournisseurs et ensuite l'ordre euh, des chèques, et ainsi de suite, pour éviter ces erreurs-là. Et parallèlement à ça, il y a aussi la possibilité de différentes autres améliorations, comme la possibilité, par exemple, d'importer une balance de vérification sommaire pour les succursales qui ne nécessitent pas d'être équilibrées. Donc, les succursales pour lesquelles on ne veut seulement qu'avoir un état des résultats, pas de bilan. Donc, dans ce cas-là, auparavant, on ne pouvait pas le faire, mais maintenant, on peut le faire. Ça, c'est bien. Ensuite, on a aussi la possibilité, donc c'est ici. Ensuite, on a la possibilité de modifier une succursale pour lorsque on fait la reconnaissance de documents. Donc, on est capable, Informatica est capable de lire en fait les factures PDF, mais dans l'écran qui suit cette lecture-là, on n'avait pas la possibilité de changer la succursale, chose qu'on peut faire maintenant. Je vais juste ouvrir, donner un exemple. Ça sera pas long, je cherche une facture. Voilà.
Alors, je vais glisser mon fichier ici. Le système vient de lire mon fichier, ma pièce jointe. Je vais faire la reconnaissance. Puis avant, on n'avait pas la possibilité de le changer, la succursale. Maintenant, on peut le faire. Donc, c'est un détail, mais lorsqu'on reçoit plusieurs factures, ça peut être important. Et maintenant, il y a plusieurs, en fait, on a des règles additionnelles. Donc, le système a lu la facture ici. On a des règles additionnelles aussi dans les cartes d'approbation. Donc, on a plusieurs critères d'approbation qu'on peut mettre pour approuver les factures avant d'être payées, par exemple, ou d'être libérées. Euh, ben, les critères ont été bonifiés. Ça veut dire qu'avant, on ne pouvait pas, par exemple, se baser sur l'adresse de facturation ou le contact de livraison. Maintenant, on peut le faire, par exemple. Donc, il y a plus de critères qu'on peut mettre pour encore plus de souplesse dans l'établissement des règles d'approbation. Maintenant, il y a aussi dans la section distribution, dans la section vente et achat, le système est capable, lorsqu'on rentre une commande de vente, de déterminer en fait les dimensions, les boîtes que ça va prendre pour expédier les articles qui sont sur la commande. Et dans la version 23R1, on a ajouté la flexibilité pour venir modifier en fait les dimensions de ces boîtes-là. Donc, lorsqu'on fait, par exemple, dans Expédition, puis on recherche des tarifs, on peut ici faire un emballage manuel ou actualiser les colis, puis le système va nous calculer les colis, mais lorsqu'on sélectionne une boîte, on est capable de changer la longueur, largeur, etc., les dimensions de la boîte. Souvent, on a des boîtes communes ou des boîtes standards, on va dire, qui sont définies dans le système, mais on peut parfois la modifier un petit peu. Donc, on avait besoin de pouvoir modifier ça, mais il y a aussi maintenant un paramètre qui permet de dire que cette boîte-là, c'est une boîte standard et ne sera jamais modifiable, comme dans ce cas-ci, donc je ne peux pas modifier ces informations-là. On a aussi amélioré le nombre de décimales pour les dimensions. C'est important. On a aussi une intégration pour valider les adresses. Lorsqu'on rentre une commande de vente, par exemple, on peut venir ici puis on peut valider l'adresse. Lorsqu'on est intégré avec un fournisseur d'adresses tel que Avalara ou encore d'autres, on peut valider les adresses. Maintenant, mais c'était un peu fastidieux parce qu'on avait besoin de le faire à chaque fois qu'on rentrait ou un client ou encore une commande de vente. Maintenant, on peut le faire en lot. Donc, on peut le faire autant dans les documents compte fournisseur que dans les documents d'achat ou de vente et dans le CRM aussi, puis dans les projets. On a aussi la possibilité, dans les intégrations toujours, euh, on supporte maintenant les courtiers en douane, les courtiers en transport, pardon. Donc, si vous êtes intégré avec ShipEngine, par exemple, ben, on est, pardon, avec EasyPost et FedEx, ben, on a la possibilité d'intégrer avec un courtier en douane et on peut ajouter les informations du courtier en tant que tel. Donc, si on regarde courtier, voilà, on a la possibilité de saisir les différents courtiers et d'aller choisir ce courtier-là dans la fiche à l'expédition euh, pour, euh, pour dire, bon, ben, c'est ce courtier-là que je vais utiliser. À l'onglet, euh, il y a aussi des éléments importants d'amélioration lorsqu'on utilise pour les expéditions internationales. Euh, et donc, lorsqu'on utilise le compte du client, par exemple,
on peut, on a la possibilité, c'est amélioré en fait. Voilà. J'essaie de traduire en même temps ce qui est marqué à l'écran, pardon, avec le logiciel. On a l'efficacité de préparation et de l'emballage qui va être maintenant être calculée. Donc, on a l'efficacité de prélèvement et d'emballage qui va maintenant être calculée. Donc, on va regarder pour un entrepôt spécifique, pour une date donnée. Combien de colis on a emballés, avec ça fait combien de temps, etc. Donc, on a vraiment des statistiques qui vont nous permettre d'optimiser cet emballage-là. Puis on peut l'avoir même par utilisateur ou par expédition. OK. Il y a une amélioration concernant les ajustements de stock. Donc, dans Chromatica, on est capable de gérer les stocks naturellement en inventaire permanent ou encore périodique, mais la plupart des gens choisissent permanent. Et lorsqu'on fait un ajustement de stock, il pouvait se passer un délai entre le moment qu'on va libérer la transaction, puis le moment on va saisir la transaction. Quand il se passe un délai important, ben, il pouvait arriver qu'on n'était plus capable euh, de libérer la transaction parce que le stock avait été pris ailleurs. Donc, lorsqu'on fait la transaction, on peut maintenant ignorer les répartitions pour l'article et à ce moment-là, on va pouvoir libérer la transaction même si des articles ont été affectés à certains clients spécifiques. Donc, si on ignore ça, ça veut dire qu'on est conscient que euh, cette allocation-là de stock à des clients spécifiques va pouvoir être contournée. Et donc, on va pouvoir procéder à cet ajustement d'inventaire-là. Puis, on peut aussi faire un suivi sur les allocations qui vont être affectées par les ajustements de stock. Donc, on a un nouveau rapport qui nous permet de faire ça. Et ce rapport-là, il s'appelle répartition affectée par les ajustements de stock. Donc, c'est un rapport qui va nous dire justement si on avait affecté du stock pour un client spécifique, puis que là, on vient contourner par un ajustement quelconque, ben, le système va pouvoir nous le mentionner. En parlant d'allocation, auparavant, euh, on avait plusieurs types de commandes de vente et ces commandes de vente-là, il y en avait une qui était avec allocation automatique de stock. Donc, le stock était physiquement gelé ou réservé pour ce client-là, tandis que les autres commandes, ben, on avait la possibilité c'était le premier expédié, premier servi. Tandis qu'ici, à la commande, on avait la possibilité aussi dans un autre type de dire je réserve le stock pour ce client-là physiquement. Et donc, euh, si on essaie de créer une expédition et qu'il n'y a pas de stock, compte tenu des réservations physiques, ben, on ne pouvait pas expédier, à moins d'accepter les reliquats, etc. Maintenant, il y a toujours ce type de commande-là, mais pour faciliter, en fait, la répartition ou l'attribution de stock aux différents clients, aux différentes commandes, pour ensuite gérer les expéditions, on a géré les répartitions de vente. Alors ça, ce que ça va permettre de regarder toutes les commandes qu'il y a dans le système, puis de pouvoir faire l'allocation que je parlais tout à l'heure. Donc,
réserver physiquement pour un client spécifique ou pour des commandes spécifiques le stock. Pour pas que ce stock-là soit pris pour un autre client, en fait. Donc, si je prends, par exemple, un entrepôt, ben, je vais avoir toutes les commandes de cet entrepôt-là qui sont présentement, qui n'ont pas été expédiées encore. Et puis, je pourrais filtrer par type de commande, par statut, par priorité, par numéro de commande ou par liste de stock ou par plusieurs articles d'inventaire. Et en choisissant ça ici, ben, je vais pouvoir dire, bon, ben, voyez-vous ici, il va m'en répartir 1200 parce qu'il m'en reste 1200. Mais s'il me manquait de stock, je pourrais venir changer les chiffres et dire, ah, à ce client-là, je lui en donne 700. Parce qu'on veut privilégier, en fait, certains clients euh, par rapport à d'autres parce que des fois, on a des pénalités si on ne livre pas le stock au complet. Donc, on veut, avant de créer les expéditions, premier arrivé, premier expédié, premier servi, on aimerait vous répartir le stock sur les différentes commandes pour qu'ensuite, on puisse expédier ce qu'on a attribué aux commandes. Donc, c'est un processus supplémentaire entre la saisie de commande puis l'expédition, qu'on peut utiliser ou pas selon notre bon vouloir. De la même façon qu'on peut répartir, on peut aussi annuler les répartitions pour remettre le stock en libre. Il y a aussi la gestion des stocks, toujours dans la gestion des stocks. euh, on peut associer des stocks à des projets, en fait. Euh, puis, il y a, on a fait une modification, Acumatica a fait une modification dans l'allocation du stock à des projets. Et puis, on peut voir la quantité disponible euh, pour des projets ou encore du stock qui n'est pas associé à aucun projet. Et puis, un bon exemple de ça, c'est au niveau du sommaire d'inventaire. Ici, dans mes stocks, mon écran d'interrogation s'appelle synthèse de stock, pardon, ou sommaire de stockage. On va essayer celui-là. Voilà. Si je prends lui, par exemple, on a les différentes informations qu'on peut afficher, mais on va pouvoir, euh, je me demande si je suis dans le bon écran. Ouais. Ah, voilà ici. C'est ça que je cherchais ici. Donc, on peut développer par type de niveau de coût. Donc, on a le niveau de coût normal ou par projet. Et qu'on sait automatiquement que ce stock-là ici est réservé pour un projet. On a la même chose au niveau de l'allocation détaillée et un peu partout dans le système. Donc, on peut savoir si le stock a été réservé pour des projets. Dans mes commandes clients, si j'y retourne, on a aussi la marge qui va être affichée. Par exemple, je vais prendre. Et on peut en tout temps déterminer qu'est-ce qu'on veut voir afficher. Puis l'affichage avec cet écran-ci. Fait que chaque utilisateur peut moduler son affichage. Et on peut aussi en même temps euh, faire en sorte de cacher certains champs à certains utilisateurs par les droits d'accès. Donc, on peut aller jusqu'au niveau du champ, comme certains d'entre vous le savez certainement. Fait que la marge estimée est là et le montant de la marge estimée est calculé aussi. Donc, les informations sont ici.
Et ça nous permet d'un coup d'œil de voir, en fait, on fait-tu de l'argent avec cette commande-là ou pas? Et on a la même chose ici dans les totaux, où on va voir la marge estimée. On peut aussi, dans l'écran précédent, qui nous présente la liste, des commandes, on peut voir aussi, certaines informations, comme par exemple, chronologie des comptes. Et on pourra avoir autre chose ici, qui nous permet aussi de voir un tableau de bord qui s'appelle, heu, qui s'appelle je ne le vois pas ici, mais on peut avoir un tableau de bord qui nous affiche, la marge à partir d'ici. Si je OK, on va aller immédiatement, heu, juste tenter un essai. OK, bon. Lorsqu'on faisait une facture à partir de la commande de vente, si on avait à la fois des articles stock et des articles non stock, on devait passer par une expédition, puis pour expédier le stock. Puis là, à ce moment-là, cette expédition-là, on se retrouvait dans une situation où, c'est un peu plus compliqué de facturer l'article hors stock si ça nécessitait pas, d'expédition. Maintenant, le processus a été amélioré, ce qui fait qu'à partir de la commande client, on peut faire une transaction distincte à partir d'ici pour créer la facture de vente pour l'article non stock qui ne nécessite pas d'expédition. Il y a eu, d'autres améliorations comme par exemple, les articles non stock, hem, non, qui sont pas en stock sont sur le le formulaire de prélèvement d'emballage d'expédition. Hem, Après ça, ben, on a les informations, de dimension de l'emballage des paquets d'emballage qui peuvent être, modifiables selon les paramètres qu'on décide. Lorsqu'on fait des expéditions, donc lorsqu'on traite les expéditions, on a l'information par rapport à la création de facture, qui va être affichée. Auparavant, c'était une surprise. Lorsqu'on fait préparer la facture, ben, c'est un peu une surprise, mais ici, on a vraiment l'option qui va être présentée, qui va nous, c'est une surprise, oui puis non, parce que dans le fond, on avait configuré le système, mais des fois, la personne qui préparait les factures ne le savait pas. Donc ici, elle va être renseignée, sur comment on va faire la 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 facturation. Est-ce qu'on facture séparément les commandes ou on groupe? Il y a la possibilité aussi, pour les articles hors stock de calculer un coût, et ce coût-là, auparavant, les options ont été présentées différemment, ce qui fait que c'est un peu plus facile à comprendre. Et les améliorations au rapport T5018, hem, le système maintenant, lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, hem, on peut annuler le rapport. Auparavant, on devait le laisser se terminer, puis des fois, il ne se terminait pas. Fait que, maintenant, il y a eu, des améliorations à cet effet-là. Et puis, on peut faire des rapports amendés aussi. Maintenant, le device hub, qui est un dispositif qu'on installe, localement pour aller, connecter nos imprimantes qu'on a sur le réseau à Acumatica. Maintenant, le formulaire,
de, de production, l'ordre d'assemblage ou le bon de production est maintenant, euh, peut maintenant être imprimé à l'aide du device hub en lot. Fait qu'au lieu de devoir choisir une imprimante, ben, le formulaire peut s'imprimer directement sur l'imprimante sans que l'utilisateur ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc, le formulaire en question s'appelle le billet de production. Maintenant, Acumatica supporte la production manufacturière et le fait d'avoir plusieurs compagnies dans une même organisation ici qui ont des devises euh, différentes. Donc, je peux avoir une compagnie située aux États-Unis qui transige en plusieurs devises elles-mêmes. Je peux avoir une autre compagnie située au Canada qui transige en plusieurs devises elles-mêmes. Mais d'avoir ces deux compagnies-là, une américaine et l'autre canadienne, dans la même organisation, euh, lorsqu'on faisait la production manufacturière, posait problème. Maintenant, c'est supporté. Il y a une énorme modification au niveau du MRP, ou la planification des besoins matières. Maintenant, ça a été renommé et les fonctionnalités ont changé. Auparavant, dans les anciennes versions d'Acumatica, lorsqu'on avait la production manufacturière ou l'édition manufacturière, ce module-là, ben, on avait la possibilité d'avoir le MRP. Et puis lorsqu'on ne l'avait pas, le module la suite de production manufacturière, on n'avait pas la possibilité d'avoir le MRP. Maintenant, on peut l'avoir tout de même. Première amélioration. La deuxième chose, c'est que euh, lorsqu'on avait les deux, c'est-à-dire le système de réapprovisionnement qui vient de base avec la gestion des stocks ou des achats, et le système MRP qui venait avec la production manufacturière, ou qui était une option de la production manufacturière, euh, ben, il y avait des choses qui se recoupaient un peu. Maintenant, dans les stocks, on doit choisir, est-ce qu'on utilise euh, le MRP qui tient compte des dates ou on utilise le réapprovisionnement des achats qui vient sans date avec des quantités min-max, qu'on appelle communément, ou un point de commande. Fait qu'on a un choix à faire, puis en fonction de ce choix-là, ben, le reste va suivre. Donc, il y a plusieurs modifications pour cet effet-là. Donc, la méthode de planification doit être sélectionnée par classe d'item, puis par aussi article. Donc, voilà. Dans les ordres de fabrication, donc, qui sont aussi appelés bons de travail ici, on a un nouveau statut verrouillé. Donc, auparavant, et ça ne supportait pas aussi les diagrammes d'état, maintenant on le supporte. Donc, auparavant, on avait la planification. Donc, quand on crée un bon de travail, c'est en mode planifié. Ensuite, on peut le libérer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer, une fois qu'il est libéré, on peut commencer à saisir des transactions associées à ce bon de travail-là, déclaration de temps, déclaration de matériel. Et après ça, aussitôt qu'on a fait une première déclaration, il devient en cours, on le complète. Et lorsqu'on le complétait, c'est là que le produit fini était en inventaire et donc il y avait cette étape-là. Puis, on devait fermer aussi le bon de travail à la toute fin. Fait que fermer, ce que ça faisait, c'est que si entre le moment où on complète et le moment où on ferme, on pouvait continuer à ajuster, c'est-à-dire faire des déclarations de matériel, déclarations de main-d'œuvre, et ça allait dans les travaux en cours. Euh, mais si, par exemple, entre les deux, on ne voulait pas euh, continuer à saisir des transactions, mais on ne voulait pas non plus le fermer parce qu'il y a un processus de vérification comptable qui doit s'effectuer, ben,
on était comme, on n'avait pas cette flexibilité-là. Et donc maintenant, on a introduit le fait de verrouiller les les bons de travail afin que on ne puisse pas saisir aucune transaction associée à ces bons de travail-là, tout en ne fermant pas ces bons de travail-là pour laisser la possibilité euh, de faire la vérification nécessaire. Bon, il y a la possibilité à partir d'un article de créer un nouveau de nouvelle nomenclature directement à partir de la fiche d'article. Donc, s'il y a une fiche d'article qui n'a pas de bon de travail associé, de nomenclature associée, pardon. Par exemple, celui-ci, c'est un produit fini. On l'achetait auparavant, maintenant on décide de commencer à le fabriquer. Donc, on peut directement cliquer ici pour créer un une nouvelle nomenclature qui va éventuellement être associée à cet article-là pour dire que c'est la façon de le fabriquer. Voilà. Je vais juste minimiser ici. Bon, c'est bon. L'amélioration aussi à l'application mobile. Donc, Acumatica, il y a une application mobile qui vient avec, qui peut être disponible sur iOS ou Android. Donc, sur un téléphone ou un dispositif de balayage ou de scan, on peut dire. Donc, on peut installer cette application-là. Puis, il y a eu certaines modifications qui permettent d'avoir une meilleure lisibilité. Donc, donc les sélecteurs notamment, euh, il y a des champs qu'on peut ajouter dans le logiciel sans avoir besoin de programmation, qui sont des listes déroulantes ici. Ces listes déroulantes-là, auparavant dans l'application mobile, c'était un champ texte. Maintenant, c'est vraiment un sélecteur, une liste déroulante. Et puis, il y a un tri aussi qui permet de trier les enregistrements afin d'accéder à l'information pertinente rapidement. OK. Il y a une information un peu plus technique maintenant au niveau de la plateforme. C'est dans les scénarios d'importation. On peut faire maintenant des actions sur des lignes. Euh, si j'y vais. Auparavant, les actions étaient faites seulement à la fin. Donc, par exemple, on faisait, on enregistrait on enregistrait l'enregistrement. Donc, on appuyait sur enregistrer à la fin. Donc, on faisait l'action d'enregistrer à la fin complètement. Maintenant, on peut faire des actions en cours de route. Donc, on pourrait faire une action en cours de route. Fait que ça ajoute de la flexibilité, encore une fois, dans le logiciel. Les scénarios d'importation, c'est utilisé notamment pour prendre des fichiers Excel, par exemple, puis importer à partir d'Excel les données historiques. Et puis, la formation dans l'incubateur d'administrateur ERP vous montre comment faire. Euh, et pour en faire vous-même, mais ce n'est pas juste pour l'historique aussi. Ça peut être utilisé, par exemple, par exemple, si vous recevez des listes de prix à chaque mois d'un fournisseur, par exemple, ben, ça peut être des choses qui sont récurrentes, mais ça peut être aussi des modifications aux données qui sont faites selon certaines conditions. Fait qu'il y a des règles qu'on peut dire, on peut mettre dans le système, des règles d'affaires. Ces règles-là vont permettre, en fait, ou des événements d'affaires. Voilà. On peut mettre des événements d'affaires, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent des conditions. Puis lorsque ces conditions-là sont rencontrées, le système va modifier des données. Euh, un bon exemple de ça, par exemple, ça serait euh, si, euh, si, euh, si on arrive le 31 janvier et que une personne a appelé, a
pas appelé, mais a acheté tel produit. On envoie un courriel et en même temps, on crée une opportunité dans le système. Donc, ça pourrait être une opportunité de vente. Ça pourrait être un genre d'événement d'affaires qu'on fait. Fait que la création de l'opportunité de vente se fait par un scénario d'importation. Voilà. Ensuite, on peut mettre des paramètres lorsqu'on envoie des données à des applications externes. Par exemple, on a Excel qui peut récupérer les données d'Acumatica. Donc, lorsqu'on exporte des données vers Excel, Excel va conserver un lien entre Excel et Acumatica, ce qui fait qu'à partir d'Excel, on peut rafraîchir les données. Euh, et on peut maintenant ajouter des paramètres pour qu'au lieu de rafraîchir, d'aller chercher toutes les données, on aille chercher seulement un certain jeu de données. Puis on peut le faire aussi avec Power BI de Microsoft, par exemple. Fait que Power BI de Microsoft, c'est un outil de tableau de bord ou de data mining qui permet d'agréger les données de plusieurs sources, fait que d'Acumatica et d'autres systèmes, par exemple, pour faire des tableaux de bord uniques. Et puis, auparavant, ce n'était pas possible de passer des paramètres. Maintenant, ça l'est pour ne pas aller chercher toutes les données d'une table qu'on décide ou qu'on permet, mais d'aller chercher une partie de celle-ci. OK. Voilà. OK. Il y a des infobulles. Vous avez peut-être vu au fur et à mesure que je clique, on voit des infobulles. Ces infobulles-là ont été améliorées. Donc, euh, on peut aller voir les informations euh, à droite de l'écran lorsqu'il y a une infobulle et on peut activer ces infobulles-là ou pas, selon nos désirs. Dans les projets et la construction, il y avait les factures pro forma. Lorsqu'on avait des dépenses ou des comptes de dépenses ou des comptes de frais qui étaient composés, par exemple, d'articles taxes incluses, c'était difficile d'aller chercher cette information-là et de la refacturer au client dans une facture pro forma de projet. Maintenant, euh, on permet de le faire. Et donc, on a dans les projets, on a des tâches aussi avec des, ta- des tâches, des taxes incluses, pardon. Quelle affiche projet, profil. On a la possibilité d'avoir les taxes incluses. Je vais en prendre un au hasard dans mes tâches maintenant. J'ai la possibilité d'avoir des taxes incluses si je le permets. Pas ici, plutôt ici. Voilà. Alors, je peux mettre des montants de taxes incluses et la facture pour le moment va aussi supporter euh, cette gestion-là. Donc, taxes incluses sont aussi disponibles dans les soumissions de projet. Il y a les rapports qui ont été mis à jour pour supporter ça aussi. OK. Encore une fois, un peu partout dans le logiciel, on a fait de la modification euh, pour, euh, euh, pour les totaux, pour présenter de façon un peu plus claire les totaux. Et une de ces choses-là, c'est dans la sous-contractance. Fait qu'on a vraiment des montants qui séparent l'escompte de ligne de l'escompte total.
le total de sous-contractance, la retenue totale, etc. Donc, on a fait ça. On a fait aussi, l'autre information importante, c'est dans les projets, on a fait des groupes de projets. Et puis, pourquoi on a fait les groupes de projets, que ça a été ajouté, c'est que dans ces groupes-là, au lieu d'assigner la sécurité sur chacun des projets spécifiquement, on peut maintenant assigner la sécurité sur un groupe de projets et donc faciliter notre travail. Euh, Ce que je veux dire par sécurité associée au projet, c'est que on peut donner accès à certains projets à certains utilisateurs. Par exemple, moi, je suis un gestionnaire de projet, j'ai accès à 3 projets. Mon collègue qui est superviseur a accès à tous les projets. Et donc, moi, partout dans le système, je ne vois que mes 3 projets. Par contre, si on a 200 projets, puis on a 25 gestionnaires de projets, ça devient un peu difficile de s'y retrouver. Et donc, en utilisant les groupes de projets, on va pouvoir associer un projet à un groupe et donc les accès vont suivre automatiquement. Et on peut même mettre le groupe de projet dans un gabarit de projet ou dans un modèle de projet pour que lorsqu'on crée un nouveau projet, que le groupe soit hérité du modèle et donc éviter les erreurs. Les rapports ont été modifiés pour supporter les groupes de projet aussi. Il y a des panneaux latéraux qui ont été ajoutés un peu partout. Et un bon exemple de ça, c'est dans les projets. Surtout dans mon projet favori. Ben, j'ai ici des panneaux latéraux euh, qui nous permettent de faciliter notre expérience. Donc, je peux visiter la fiche client qui est liée à ce projet-là à partir d'ici. Je pourrais aussi cliquer sur le petit crayon ici, mais ça m'ouvrait un pop-up, une fenêtre surgissante en bon français. Mais ici, en l'ayant comme ça sous la main, ben, c'est plus facile de s'y retrouver. Je peux aussi expandre ça ici comme ça. Voilà. On a un journal des photos. Donc, dans la gestion de projet, on a un journal de photos. Et dans ce journal de photos-là, ben, il fallait téléverser les photos une à une. C'est un peu fastidieux. Maintenant, on peut en téléverser plusieurs à la fois. Donc, des modifications qui vont être apportées là. Les codes de coût. En construction, on a les codes de coût qui sont une partie importante. En fait, ça divise les activités de projet. C'est un peu la gestion par activité finalement. Fait que ça divise les informations de projet par ces codes de coût-là. Et auparavant, c'était pas possible de désactiver les codes de coût. Maintenant, ça l'est. Donc, si un code de coût qui était utilisé auparavant, puis que maintenant, c'est plus le cas, ben, on peut désactiver. Comme ça, il ne pourra pas être utilisé nulle part dans le système. Maintenant, on peut aussi modifier les informations de retenue de garantie dans les contrats de sous-traitance et les bons de commande liés à une demande de modification. Fait qu'on a les commandes, la gestion du changement dans les projets. Cette gestion de changement-là fait en sorte que dans un projet, les ordres de changement et les demandes de changement, fait que ces demandes de changement-là peuvent, une fois approuvées, découler en ordre de changement. Ces ordres de changement-là, une fois approuvés, peuvent découler dans un bon d'achat. Mais lorsque les deux étaient liés, ce n'était pas possible de modifier les informations de retenue. Maintenant, ce l'est. Donc, ça amène encore une fois plus de flexibilité dans la gestion de certains scénarios. Maintenant, euh, on supporte aussi les expéditions directes dans les engagements. Quand on crée un bon d'achat, on a une expédition directe sur site.
on expédie directement au projet, puis la dépense se fait directement au projet. Euh, et donc, on a cette fonctionnalité-là. Auparavant, c'était difficile lorsqu'on voulait faire un retour, mais maintenant, c'est possible de le faire facilement grâce à la réception d'achat ici, puis en faisant un retour de ce bon d'achat-là. OK. Ensuite, en fait, le retour ne se fait pas à partir d'ici parce que dans les expéditions directement sur site, on n'a pas de réception d'achat. Donc, c'est sur la facture fournisseur qu'on va extourner, le système va, lorsqu'on voit que le système voit que c'est associé à un bon d'achat en expédition directe sur site, qui va faire la magie correspondante. Dans l'édition de commerce électronique, il y a plusieurs fonctionnalités. Euh, il y en a une principale qui concerne en fait toute la gestion des clients B2B. Auparavant, dans le commerce électronique, il y a deux types de commerce électronique. Il y a le commerce électronique avec des clients B2C, donc business to consumer. Fait que c'est des clients individuels, tandis qu'on a du B2B, business to business. Fait que c'est des entreprises des particuliers ou des entreprises finalement. Shopify, on a géré que le commerce B2C. Maintenant, on gère aussi le commerce B2B avec Shopify. On a toujours géré avec le BigCommerce, mais il y a des intégrations de BigCommerce, mais il y a des changements qui ont été apportés pour faciliter ce commerce-là encore plus avec BigCommerce et maintenant supporté aussi pour Shopify. Fait que les changements sont les suivants. Premièrement, dans la liste des fonctionnalités, on a au niveau de l'intégration au commerce électronique. On a le connecteur BigCommerce, naturellement, connecteur Shopify et le point de vente. Mais on a aussi les entités interentreprises, donc le B2C et le B2B que je vous parlais. Donc, en activant cette fonctionnalité-là, ça permet de débloquer certaines fonctionnalités propres à la gestion entre entreprises, de commerce entre entreprises. Une de ces fonctionnalités-là, c'est à la fiche client, par exemple. On a, est-ce que c'est un individu ou une organisation? Ça, c'est une des clés qui va nous permettre de gérer transiger avec cette entreprise-là de façon différente. Voilà. L'autre chose qu'il y a, c'est fait que dans Shopify, par exemple, il y a la possibilité euh, de séparer les compagnies des clients. Euh, donc, on peut importer seulement les individuels ou seulement les compagnies dans l'importation Shopify. Ensuite, il y a toute la gestion des prix aussi qui va s'effectuer pour les clients B2B et ainsi de suite. Ensuite, euh, il y avait les paramètres d'ajustement des quantités en stock. Souvent, dans un contexte de multicanal, de vente multicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vends par téléphone, je vends en ligne, par un site de commerce électronique, je vends par EDI, par exemple. Dans un contexte comme ça, ben, on a des quantités en stock qui peuvent varier beaucoup. Donc, si j'ai publié, par exemple, mes quantités en stock sur mon site de commerce électronique, la quantité exacte, ben, il y a des fortes chances que si je vends aussi beaucoup au téléphone, ben, par le moment où
où le client en ligne fait son achat en pensant qu'il reste du stock, bien, effectivement, il n'en reste plus parce que j'ai tout livré mon stock à mes clients qui ont acheté au téléphone. Alors, dans la fiche des articles stock, il y a un nouveau paramètre qui nous permet de moduler en fait ce qu'on va afficher sur le web pour faire en sorte d'avoir toujours du stock. En fait, si on annonce qu'on a du stock sur le site Internet, qu'il nous en reste réellement. Et ça se fait via l'onglet de commerce électronique. Et puis, on a un ajustement de disponibilité de stock. Alors, en mettant une quantité ici, ça va permettre d'afficher une quantité qui est moindre que la quantité effective qu'on a dans le système de disponible pour l'expédition en ajustant de ce montant-là. Donc, si je mets 100, par exemple, ça veut dire, bon, mais prends la quantité que j'ai disponible, puis enlève-en 100, puis ça va nous donner, fait que s'il m'en reste 101, ça va m'afficher qu'il m'en reste un en stock. Si, par exemple, il m'en reste 99, ben, ça va afficher qu'il ne m'en reste plus en stock. Et donc, le client va être au courant. Et puis, j'ai aussi, au niveau de la disponibilité, des paramètres que je peux mettre aussi, que je peux indiquer. Donc, pour faciliter la gestion des commandes en environnement multicanal. Il y a il y a la façon aussi d'exporter le stock qui est de type modèle. Fait que les modèles, ça, on voit ça beaucoup dans l'industrie, par exemple, du vêtement, où on a, par exemple, un modèle qui est, par exemple, un T-shirt qui a plusieurs grandeurs, couleurs. Fait que chaque combinaison de T-shirt, couleur, grandeur, c'est un article stock. Et pour nous permettre de les créer et de les gérer, ben, on transige via l'article modèle. Les articles modèles-là, avec les différentes options, les différentes variantes, euh, c'était difficile un peu laborieux d'exporter ça vers les sites de commerce électronique. Maintenant, c'est facilité. Euh, on a amélioré ça beaucoup pour que quelqu'un qui vend des T-shirts, par exemple, puisse avoir des options sur sa page web et puis que ça fasse plus de sens que de lister tous les éléments individuellement. Il y a d'autres améliorations telles que les remboursements qui sont importés vont être libérés automatiquement. Euh, il y a aussi euh, la synchronisation des expéditions qui a été améliorée. Il y a des types de références croisées aussi. Fait que dans les articles stock, par exemple, on peut avoir plusieurs. On a le code interne ici, mais on peut avoir aussi des références croisées, qu'on peut avoir des codes à barre, par exemple. Fait qu'on scanne, ça va être ce code-ci, puis ça va correspondre à une unité de mesure spécifique. On a des numéros de pièces aussi euh, pour le fournisseur. Fait que quand on place un bon de commande chez ce fournisseur-là, c'est ce numéro ici qui va apparaître sur le bon d'achat. On a la même chose, l'équivalent au niveau des clients, mais on en a d'autres aussi, comme GTIN, ce code-ci. Fait qu'on peut mettre différents codes ici pour faciliter l'information au niveau du commerce électronique. Dans l'administration du système, il y a plusieurs autres éléments qui ont été ajoutés qui vont affecter l'ensemble du système. Et donc, les événements d'affaires que je parlais tantôt, c'est-à-dire les automatismes qu'on va configurer dans le système sans être un programmeur, euh, on peut maintenant faire des modifications, améliorer ça un peu. C'est-à-dire que quand je suis administrateur du système, je peux venir ajouter une action dans le menu ici en haut euh, pour déclencher l'automatisme par l'utilisateur quand il clique sur le bouton. Par contre, auparavant, c'était en tout temps que ce bouton-là s'affichait. Maintenant, on peut mettre des conditions qui vont faire qu'il va s'afficher quand c'est logique d'être affiché. On a l'intégration avec la plateforme OpenID, c'est-à-dire que quand je me connecte dans le système, au lieu de rentrer mon nom d'utilisateur pour mon mot de passe, je pourrais, par exemple,
être connecté à mon compte Google, puis cliquer sur un bouton, puis me permettre d'accéder à l'application Acumatica. Mais OpenID, c'est une plateforme qui permet d'autres fournisseurs de ce style-là, que quand je suis connecté avec ce fournisseur-là, ben, automatiquement, je peux cliquer sur un bouton puis me connecter à Acumatica. L'autre chose, c'est qu'on a des tableaux de bord. Quand on se connecte, chaque utilisateur a son propre tableau de bord, ses propres tableaux de bord qu'on peut personnaliser ou adapter selon vos besoins. Naturellement, un administrateur ERP peut faire ça s'il vient suivre la formation de l'incubateur, Acumatica, SPD. Euh, Auparavant, il était impossible de désactiver un indicateur graphique comme ça, un widget qu'on appelle. Maintenant, c'est possible de le faire. Donc, je pourrais désactiver un indicateur euh, pour, euh, pour m'assurer, en fait, que, par exemple, c'est un indicateur qui est problématique, ben, je peux le désactiver temporairement. À la page des tableaux, la page tableau de bord, en fait, je peux y accéder à partir d'ici. J'ai la liste des widgets et je peux désactiver ces widgets-là. Puis j'ai la liste des widgets. C'est intéressant parce que je peux avoir aussi la source, c'est-à-dire euh, quels sont les écrans d'interrogation ou les différents écrans qui sont liés, euh, qui sont, sur lesquels se base ce widget-là pour être affiché. Donc, quelle source de données euh, permet d'afficher ce widget-là. Donc, des fois, je peux voir euh, qu'il y a plusieurs widgets qui sont sur la même source. Fait que, par exemple, ces deux widgets-là euh, sont basés sur la même source de données. Donc, si je change cette source de données-là, euh, ben, automatiquement, ça va affecter ces deux widgets-là. Donc, ça peut être une autre utilité de ça. Lorsque je mets un lien, un widget de type lien, ben, auparavant, je n'avais pas d'option pour savoir comment ça allait s'afficher. Maintenant, j'ai un information. Est-ce qu'on veut l'ouvrir dans un nouvel onglet, même onglet, fenêtre contextuelle? Donc, j'ai plusieurs options pour les widgets de type lien, lien web, on s'entend. Dans Chromatica, il y a plusieurs notifications qui sont envoyées. Il y a une file d'attente pour les notifications poussées. Ben, cette file d'attente-là, on a une place qu'on peut surveiller cette file d'attente-là, puis prendre action en cas de pépin. Il y a le texte intelligent, la prise en charge du texte intelligent. Je vais essayer de vous le démontrer. Voilà, dans un billet. Ça peut être vraiment pratique. Encore une fois, ça nous facilite la vie. Donc, au fur et à mesure que je tape, ben, le système, quand j'ai tapé quelques mots, il me permet d'avoir une sélection des différentes phrases clés que j'utilise le plus souvent. Et puis ça, c'est mis à jour de façon hebdomadaire. Donc, la liste va se bonifier au fur et à mesure que je vais utiliser le système grâce à un écran qui permet de faire ça. Donc, et puis je peux activer ou désactiver cette complétion de texte automatique-là. OK. Et le dernier point, c'est que j'ai montré tantôt un diagramme d'état où on voyait le processus des bons de travail. Euh, ce, ce workflow-là ou ce diagramme d'état-là a été amélioré. On peut modifier ces diagrammes d'état-là, c'est-à-dire rajouter des étapes et rajouter des questions d'utilisateur lorsqu'on franchit une étape. Par exemple, si je me mets dans une opportunité de vente, qui était ici, qu'on a vu tout à l'heure,
et que dans cette opportunité-là, je la ferme, il va me poser des questions. Donc, ces questions-là, présentement, elles sont obligatoires. Et maintenant, première des choses, c'est qu'on peut les rendre optionnelles ou obligatoires selon certaines conditions. Donc, si par exemple, je disais, ben, si ma date de fermeture estimée est de plus d'un an, ben, à ce moment-là, la raison devient facultative, par exemple, ben, à ce moment-là, elle deviendrait facultative. Euh, et l'autre chose que je peux faire aussi, c'est que je peux, quand je rajoute des étapes, ben, présentement, euh, si je rajoutais des étapes, ben, ça serait euh, en fonction de l'écran opportunité au complet. Maintenant, je peux aller avec un autre degré, c'est-à-dire que je pourrais dire que des opportunités de type de cette classe-là, par exemple, suivent une certaine logique ou un certain déroulement, puis une autre classe suit un autre déroulement. On pouvait déjà le faire, mais c'était fastidieux. Maintenant, ça a été amélioré pour être beaucoup plus facile d'être plus chirurgical, puis de changer le workflow, le processus en fonction de non pas seulement l'écran, mais aussi la classe ou un autre élément de l'écran. Donc, ça conclut la présentation des nouvelles fonctionnalités de la version 23R2 de l'ERP Acumatica. Euh, En conclusion, le logiciel devient de plus en plus flexible, de plus en plus convivial et permet de traiter de plus en plus de scénarios sophistiqués pour vous aider dans la gestion de votre entreprise puis d'automatiser cette gestion-là. Euh, je vous rappelle qu'il y a des séances d'incubateur SPD Acumatica qui catalysent l'expertise Acumatica dans votre entreprise. Et on a administrateur ERP, on a aussi commis comptable, commis à l'entrepôt et aussi finalement contrôleur de projet qui commence dès cet hiver. Donc, je vous invite à communiquer avec nous. Et comment on fait pour communiquer avec nous? Voici nos coordonnées. Donc, vous pouvez nous contacter à contact@servicespd.com. Donc, contact à commercial-servicespd.com ou au téléphone 514-642-1969. Ça va me faire plaisir de vous compter parmi nos étudiants. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une excellente journée.